Salut à tous, vous êtes bien sur Press Room, mais aujourd'hui c'est un épisode spécial parce qu'on reçoit le parrain de Press Room. À tout de suite. Salut parrain. Ça va filleule? Voilà, c'est lui notre parrain. C'est lui le parrain de Press Room. Salut mes filleuls. Comment ça va? Ça te plaît? Ah ouais, ça a du caractère. Ouais. Ça te ressemble. Bonjour. Et voilà l'équipe. James, Bonjour. Antonin, l'assistant, José, Flavie, photographe, assistant. Une bien belle équipe pour Et un super Florian. projet. Salut Florian. Enchanté. Attends, Enchanté. je prends la caméra. Voilà. Parce Florian. que le but quand même de Press Room, c'est de montrer ceux qui sont derrière la caméra et qu'on voit pas habituellement. Donc, Exactement. voilà. Bon Esther, tu sais, on me demande souvent d'être parrain, de faire Ouais. du parrainage, de parrainer tout un tas d'initiatives, ce que je fais pas tout le temps, parce que je peux pas tout parrainer, mais il y a des initiatives que j'accepte de parrainer avec plus ou moins d'émotion, avec plus ou moins de vibration. Et quand tu m'as présenté Press Room, quand tu m'as dit ce que tu avais réfléchi, ce que tu avais déjà commencé à faire, parce que tu m'as appelé alors que tu avais déjà mis en boîte quelques interviews. certaines interviews, et franchement, j'ai vibré comme rarement dans ce genre de proposition. Donc bravo pour ça. Bah merci à toi. Mais moi j'ai halluciné parce que je t'ai appelé, je t'ai parlé du truc et tout de suite tu m'as dit ouais, direct. Donc merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Fais-nous un beau clap quoi. Ah, celui-là était beau. Et là, il y est à fond. Bon Harry, merci beaucoup d'être notre parrain. Merci de me l'avoir proposé, vraiment. Mais toi, tu as toujours voulu être journaliste depuis tout petit. Ouais. Comment t'en es arrivé à faire ce métier? Alors moi, j'ai effectivement l'un des premiers métiers, je dis souvent réalistes, que j'ai eu envie de faire après astronaute, etc. Ouais. Quand t'es gamin, tu rêves de choses qui sont plus ou moins atteignables en fonction de tes capacités, tes qualités, etc. Moi, je pense que le premier métier qui m'était accessible, que j'ai voulu faire, et c'est arrivé quand même relativement tôt, hein, j'étais au collège, c'était être journaliste. Pourquoi? Parce que moi, je suis curieux des gens. Alors pour moi, un journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui s'intéresse aux gens. Et qui aime les gens. Et qui aime les gens, qui veut savoir ce qui leur arrive, qui veut comprendre leurs réactions par rapport à ce qui leur arrive. Et moi, c'est ça qui m'a motivé, c'est le goût des gens et le goût des mots aussi, parce que j'ai toujours aimé écrire. Et d'ailleurs, l'écriture fait partie de ma vie, puisque j'écris aussi des bouquins, exactement. Ouais. Et ces deux choses-là m'ont poussé très tôt vers le journalisme. Donc moi, j'ai pas eu de doute. À la fin de ma dernière année de lycée, en terminale, j'ai passé le concours de l'UT de journalisme de Tours. J'ai eu la chance d'être pris. Ouais. Donc j'ai embrayé direct sur cette carrière, sur cette formation, puis cette carrière de journaliste. J'oublie pas que j'ai été postier pendant 1 an et demi. C'est vrai? Ouais. En plus de tes études? Exactement, pendant mes études. J'étais facteur. Mais tu vois, j'apportais l'info déjà. Ouais, bon, c'était des courriers, c'était des lettres. Mais j'apportais déjà de l'info. Mais t'as dû apprendre des choses quand même, en étant facteur. Dans tous les métiers, on apprend des choses. Tu apprends déjà, tu vas vers les gens, tu es au contact des gens. Et donc, d'être au contact des gens, c'est quelque chose qui est important. Et quand tu aimes les gens, quand tu t'intéresses à eux, quelle que soit la façon d'aller vers eux, c'est déjà bien. Ouais. Donc, tu finis tes études, après tu fais de la radio, c'est ça, pendant un moment? Ouais, je commence par la radio, qui est un média pour lequel j'ai beaucoup d'affection, parce que... T'as une belle voix en plus qui porte bien grave. Ça devait le faire à la radio. Que j'ai une voix radio, entre guillemets, même si, je pense que tout ça a des limites, et que ce qui est le plus important, c'est ta façon d'utiliser ta voix et ce que tu portes comme message. Et donc moi, j'ai commencé par la radio, qui est pour moi un média de l'immédiateté. C'est-à-dire que le temps de traitement en radio, alors c'est moins vrai maintenant parce que maintenant la télé ça va très vite avec les chaînes Tout Info, avec les moyens technologiques qu'on a, on arrive assez rapidement à mettre de l'information à l'antenne. Mais avant c'était un peu plus long, un peu plus compliqué, et la radio était en prise directe avec l'info et j'adorais j'adore toujours ce média, même si j'en fais plus depuis quelques années maintenant. Donc radio et après truc de ouf. Le 20h, quoi. Alors, pas direct. Ah, vas-y, raconte. J'ai d'abord rencontré un mec génial qui s'appelle Bernard Zecri. Ah oui, de Canal. Voilà, de Canal et iTélé. Donc, c'est par son intermédiaire que je suis passé à la télé, à iTélé d'abord et à Canal ensuite, dans une émission que tu connais bien, je crois. Ouais. Qui s'appelle Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des anges.
C'est là où tu as commencé et c'est là où j'ai fait mes premières armes à la télé. Alors toi, comment t'y es arrivé, toi? Moi, j'ai commencé comme stagiaire à l'agence CAPA. Je faisais des enquêtes. Il fallait que je commence à faire des petits sujets. Et donc, nous ne sommes pas des anges, c'est des petits sujets de 3 minutes de société. Et donc toi, Canal+, et après, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il se passe que... Alors que j'étais encore en radio à France Info, j'adhère à une association qui s'appelle Averroès, qui est un collectif qui milite pour la diversité dans les médias. Parce que, très vite, évidemment, je me rends compte et je me sens porteur de cette idée qui est que nos médias doivent ressembler à la société et que je voyais trop peu de Noirs, trop peu de Maghrébins, quasiment pas d'Asiatiques dans les médias français, alors que je les voyais quand même dans la rue. Et donc, j'adhère à Averroès. Le principe de ce collectif, c'est qu'on recevait les patrons de chaînes, de médias, de journaux, etc., pour des dîners, lors desquels on posait des questions sur la diversité. Et puis, ces dîners montraient aussi qu'il y avait des gens, soit des étudiants, soit des professionnels qui étaient déjà actifs dans le travail du journaliste, qui voulaient travailler dans les médias français et qui ne trouvaient pas leur place. Et un jour, on reçoit Robert Namias et Patrick Poivre d'Arvor à l'un de ces dîners. Et à la fin du dîner, alors on posait tous des questions, donc à un moment je me lève, je pose une question, et à la fin du dîner, PPDA, qui écoutait vachement France Info, à l'époque je bossais là-bas, il me dit « mais j'aime beaucoup ce que vous faites ». Alors il savait pas, la radio, la particularité, c'est que tu sais pas la couleur, la tête de la personne, ses caractéristiques physiques, mais c'est à ce moment-là qu'il m'a repéré, et 2 ans après, alors qu'entre-temps j'étais passé à Canal, etc., 2 ans après, il parle de moi à Patrick Lelay, qui était le boss de TF1 à l'époque. Et c'est Patrick Lelay qui m'appelle pour me donner rendez-vous dans son appartement parisien. Et c'est là qu'il me fait la proposition de remplacer PPDA aux 20h en 2006, aux 20h en juillet. Et donc, pour la forme, je lui ai dit que je vais réfléchir, mais... Mais comment t'as réagi? Est-ce que tu t'y attendais? Déjà, quand il te donne rendez-vous chez lui? Oui, je m'y attendais un peu, je m'y attendais. Patrick m'avait appelé pour me dire que Lelay allait me parler, allait me proposer quelque chose. Bon. Et Bah ouais, je me doutais que ça pouvait être ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis c'est un truc de fou, tu te dis c'est la logique des choses, tu te dis quoi? Parce que c'est quand même un truc de malade. Ouais, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, je suis pas si bouleversé que ça. Je suis content, bien sûr. Mais pour moi, c'est une forme de continuité parce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris parce que un certain nombre d'entre eux m'ont vu apparaître directement aux 20 ans de TF1. Ils savent pas ce que j'ai fait avant. Mais j'ai eu ma carte de presse en 96 ou 97. On est en 2006, donc on est 9 ans après. J'ai déjà fait des choses. Et pour moi, c'est un parcours qui accélère. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Moi, quand je décide de faire ce métier, je veux pas faire de télé, particulièrement. Je suis plus radio, en vrai. Et je veux surtout pas présenter le 20h. Enfin, je me dis pas que je vais présenter le 20h un jour. Non, c'est pas le genre de truc qu'on se dit, Il y a des gens qui... tous les matins, en se rasant, se disent je vais présenter le 20h. Mais c'est aussi une façon d'y arriver, certainement. Moi, ce sont des opportunités que j'ai saisies, qui m'ont été proposées parce que je semblais correspondre au boulot qu'on me proposait. Je les ai saisies, ces opportunités, et ça m'a amené à faire le 20h de TF1. Mais moi, ce que je dis souvent à des jeunes ou moins jeunes, mais des journalistes, je leur dis, ce qu'il faut surtout cultiver, c'est pourquoi vous faire ce métier. C'est le moteur de votre métier, ça doit pas être faire le 20h ou être rédacteur en chef de Capital ou de 7 à 8 ou de ceci. Il faut vraiment aller chercher ce qui, au fond de soi, nous pousse à vouloir expliquer le monde aux gens et témoigner de la réalité du monde, en tout cas de la réalité observée du monde, avec une vérité qui est une vérité journalistique, la vérité de l'instant, la vérité qu'on arrive à mettre au jour par une méthode, et par un état d'esprit, par une éthique. Cette vérité, elle peut être vraie aujourd'hui, elle peut être moins vraie demain, mais le moment où vous la travaillez et où vous l'exprimez, c'est la vérité que vous êtes allé chercher avec toutes ces choses-là. Eh bien, c'est ça qui doit être au cœur de notre vocation, parce que les postes aux 20h, il n'y en a pas beaucoup. Donc, t'as dit, je réfléchis? Ouais, par principe, je réfléchis, parce que quand même, il fallait que j'en parle à mon épouse, mais en vrai, c'est moi qui ai décidé. Mais tu savais que t'allais dire oui? Oui, évidemment. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie?
de présenter le 20h? Parce que ça doit être quand même un gros changement, quoi. On te reconnaissait dans la rue. Ouais, c'est ça. Ça a pu changer la façon dont les gens me percevaient, que moi, ça m'a changé. Voilà. En tout cas, moi, j'ai essayé de ne pas changer. Je suis rassuré, c'est ce que me disent mes potes. Oui, moi, ça fait 20 ans que je t'ai pas vu, t'as pas changé. Hein. Maintenant, la façon dont les gens réagissent quand ils me croisent dans la rue, hein, et j'en ai tous les jours. Ce matin, je suis allé au forum des associations de la commune dans laquelle j'habite pour inscrire mes gamins au sport. Alors, évidemment, il y a des gens qui viennent me voir, et c'est normal. Enfin, ça ne me choque pas du tout. Mais je sais mettre ça à sa juste place. Et donc, moi, je pense pas que ça m'ait changé. La seule chose que ça met en évidence, c'est la responsabilité qu'on a. Parce que quand vous dites quelque chose aux 20h de TF1, mais ça impacte 3, 4 millions de personnes. À l'époque, quand j'ai fait ma première, 8 millions de personnes. Si vous dites une connerie, c'est 8 millions de personnes que vous induisez en erreur. Donc, grosse pression quand même. Grosse pression. Quand même, il y a une pression qui est quand même hyper importante parce qu'on a un impact très fort. Et en vrai, notre boulot, il est aussi responsabilisant parce qu'on a des gens qui mettent, qui s'engagent, qui mettent parfois leur vie en péril, en danger, pour vous rapporter quelque chose que vous devez présenter au public parce que c'est sa destination finale. Et ben ça, c'est une sacrée responsabilité. Vous devez être à la hauteur. Aussi pour l'engagement et pour le travail de tous ces gens-là, de tous ces reporters. Donc la présentation, c'est un travail que j'ai toujours aimé faire. Hein. J'ai pas fait que ça dans ma carrière, on va peut-être en parler, mais j'en ai fait beaucoup et j'ai toujours aimé le faire, notamment parce que c'est aussi un maillon de la chaîne qui est un maillon important. Mais le fait que toi, tu arrives aux 20h, ça a eu aussi un impact en France, parce qu'il faut se remettre... C'était en quelle année exactement ? 2006. 2006, d'avoir un black qui présente le 20h, ça a changé beaucoup de choses dans la tête des Français. Qu'est-ce que toi, tu as pu ressentir par rapport à ça ? Je me suis pas chargé de cette pression-là au moment de ma première. Je me suis pas dit, Harry, tu as la responsabilité de l'image de tous les Renois de France et de Navarre, et si tu te plantes, tu les grilles tous. Ça aurait pas été possible. En revanche, évidemment, comme conséquence, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit, que j'assume complètement et dont je suis assez fier même. Il faut qu'on se dise que notre travail, il n'est pas neutre. Quand vous montrez quelque chose d'inique, d'inacceptable, vous provoquez de la réaction. Et cette réaction, elle peut permettre aussi d'améliorer la société. Et donc moi, effectivement, par le simple fait que je suis qui je suis, et en faisant mon boulot normalement, j'ai eu un impact sur la société, et c'est vrai. Bon, là, tu vas me faire partir dans des trucs de malade, mais... Vas-y, pars dans des trucs de malade. Aujourd'hui, je fais de la métaphysique. J'écris de la métaphysique. Oui, t'as écrit deux livres sur la métaphysique. J'ai écrit 2 livres de métaphysique, et le 3e est en cours de finition. Mais au niveau quantique, je vais juste dire ça, parce que le mot quantique, ça fait peur déjà. Il faut pas avoir peur, n'ayez pas peur. Au niveau quantique, quand on observe, on change la nature de la réalité quantique qu'on observe. Et je pense que... C'est-à-dire que quand vous regardez une particule quantique, il y a des informations qui apparaissent qui n'apparaissaient pas avant l'observation. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Quand on observe cette particule, des informations qui sont indéterminées se déterminent. Du fait de l'observation. Et je pense que c'est pareil quand on observe une situation, à notre échelle, à l'échelle plus réelle. Le fait simplement d'observer une situation, même si c'est infime, ça permet de la faire bouger, de la faire évoluer, et encore plus quand on partage cette observation avec plein de gens qui vont réagir. Le fait de regarder... Ça impacte la réalité. De base, ça impacte la réalité. Ça impacte la réalité. Même si c'est quelque chose d'infime, ça impacte la réalité. J'ai eu la chance, et d'ailleurs c'est une expérience qui m'a vachement enrichi, de faire ce qu'on a appelé les immersions. C'est-à-dire des rencontres avec des gens qui sont dans des communautés. T'étais le premier présentateur à faire ça. En France. Ça s'appelait En Immersion, et toi, tu allais donc en immersion chez des gens, dans des situations assez particulières. Donc nous, on a fait ça, on l'a appelé En Immersion, et par exemple, j'ai fait une immersion avec des SDF. J'ai pas changé leur vie, et c'est quelque chose de compliqué de se contenter d'être un observateur dans certaines situations. Et c'est difficile. C'est difficile, parfois. Parce que les gens ont envie de les aider. Bien sûr, t'as envie de les aider, mais tu peux pas, c'est pas ton rôle. De temps en temps, ton rôle, c'est d'observer. Oui. Si tu les aides, tu changes le truc que tu tournes. Oui, mais c'est souvent après que tu les aides. Alors après, souvent après. Après, oui, ça peut arriver, effectivement. Après, ça peut arriver. Mais typiquement, il y a une séquence où le premier matin où je vais voir un de mes persos SDF,
il dort dans un parking, il a plein de valises. Et il a trop de valises pour toutes les prendre d'un seul coup. Donc il en prend 2, il fait 150 mètres, il retourne derrière, il en prend 2 autres. Ah oui. Après, il reprend les 2 premières. Et tu te dis, j'ai envie d'aller prendre une valise. Ben non, je peux pas, je fais l'aller-retour avec lui en fait. Ah, c'est à vous ça aussi? Oui. Alors là, vous allez aller où là? Là, directement à mon endroit de manche. Bah, ça raconte sa vie, ça raconte l'histoire. C'est pour montrer la réalité des choses. Et ça, cette façon d'observer en interagissant verbalement, mais sans déformer cette réalité, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet à celui qui regarde de mesurer en fait. Mais ça, les gens ne le savent pas en fait. Que nous, les journalistes de terrain, on fait tout pour rester le plus en fait en arrière possible. C'est ce qui fait aussi un bon journaliste. Donc toi, dans les immersions, quelles sont les séquences qui t'ont le plus marqué? Bon, alors, il y en a beaucoup parce que... Et je suis sûr que si vous posez la question à tous les présentateurs qui ont été reporters, ils vont vous dire que leurs plus grandes émotions, ça n'a pas été à l'antenne, ça n'a pas été sur le plateau. Les émotions, tu les vis surtout au contact des gens, sur le terrain. Et dans les immersions, c'était un peu ce qu'on recherchait aussi. Parce que l'information, c'est du factuel, c'est une volonté de neutralité. L'objectivité, moi, j'y crois pas, mais de neutralité. Mais c'est aussi de l'émotion, ça passe aussi par l'émotion. Et dans les immersions, bah, c'était hyper fort ce côté-là. Donc que ce soit avec les agriculteurs producteurs de lait, dans la région de Nantes, quand t'es face à un mec qui est passionné par son métier, par la nature, par les animaux, et que ce type qui est un dur, qui est un taiseux, te livre des choses et qui pleure devant sa famille, parce qu'il n'arrive pas à la faire vivre, cette famille, parce qu'il n'arrive pas à tirer assez de revenus de son activité, de sa passion, c'est quelque chose qui te prend à la gorge. C'est des moments que tu oublieras jamais, c'est des moments que moi j'oublierai jamais de toute ma vie. Je parlais des SDF tout à l'heure, il y a un des SDF qu'on suivait, qui s'appelle James, qui était du côté de Bourse. Quand on a appris sa mort, on était effondrés. Donc oui, quand tu es... alors là, c'est un extrême que je pensais même pas vivre en faisant ça, mais quand tu es face à quelqu'un en fin de vie qui te livre ses dernières paroles en tant que personne sur cette terre et qui va tourner le bouton pour faire entrer la solution létale dans ses veines, tout ça pour témoigner du sens de ce qu'elle fait, de son choix, parce que c'était son choix, c'était en Suisse, hein. En France c'est interdit, mais en Suisse c'est possible, le suicide assisté existe. Donc oui, c'est des aventures humaines. Alors c'est parfois des aventures presque tout court, mais c'est des aventures humaines. Et c'est en ça que c'est un métier, pour moi, qui est l'un des plus beaux métiers du monde. Parce que on est vachement dans l'humain. On vit des choses... on vit des choses incroyables que j'aurais jamais vécues dans ma vie. Dans une vie, Je serais jamais allé en vacances en Afghanistan, par exemple. C'est grâce aux immersions que j'ai découvert ce pays. Et puis surtout, on est allé à la rencontre de soldats français et de légionnaires. D'ailleurs, il y avait quelques étrangers, pour essayer de comprendre quel sens il donnait à ce genre de mission, au fait d'aller sur un théâtre de conflit très loin de la France. Qu'est-ce qui les motivait parce que c'était toujours le but des immersions. Et donc, on s'est retrouvés là-bas. Bonsoir. Bonsoir, Caporal Chefrich, chef de poste. Enchanté. Harry Ranzelmack. Vous êtes de ceux qui assuraient la sécurité du COP. Vous êtes à la Légion depuis combien de temps? Bon, ça fait 1 an, 10 mois. Non. Ah, vous êtes un tout jeune alors de la Légion. Tout jeune. Alors, dites-moi comment vous avez décidé de vous enrôler comme ça dans la Légion. J'ai découvert un truc que j'aurais jamais imaginé. On est allé dans une radio afghane dans laquelle il y avait des concours de poésie. Il y avait des concours de poésie tous les samedis. Et tu as les combattants afghans, qui sont des mecs hyper durs, qui cavalent dans la montagne avec des chaussures, tu te dis comment ils font, quoi. Et ce sont des gens qui sont hyper durs. Ils envoient des poèmes le samedi à cette radio. Quand tu regardes les papiers, mais c'est un truc incroyable, ils dessinent des fleurs roses, il y a plein de couleurs. Génial. Et c'est des poèmes hyper tendres, des trucs d'amour et tout. Et c'est là que tu vois quand même l'humain, à quel point il est surprenant, quoi. Il est plein de surprises. Et tu découvres ces surprises quand tu vas faire ce genre de sujet. Et ça c'est génial parce que ça te permet de
d'avoir un jugement qui est moins unilatéral sur les gens. Les gens sont complexes, ils ont souvent des raisons d'agir comme ils agissent, mais ils sont pas si différents que nous. On a tendance à mettre les gens à l'extérieur de nous, les gens qui nous semblent abominables, mais non, ce sont des êtres humains. Et dernière petite qui me revient, là, dernière anecdote, dans l'immersion que j'ai faite en prison, je me suis retrouvé face à face avec des criminels pédophiles, mais pas, enfin, des mecs, des vrais dangers publics. Ouais. Bah, le paradoxe, c'est qu'au moins pour l'un d'eux, j'ai ressenti sa souffrance. Vous avez été un délinquant sexuel? Ben oui, considéré comme tel. Et ça, on peut pas lutter contre ça? Ce monstre intérieur, il est dur à tuer. Faut que je l'étouffe, celui-là, que je l'étrangle. C'est fait, c'est en cours, c'est un projet? Ah non, non, je le tue, là. Je le tue petit à petit, là. Parce qu'il est dur à tuer. Hein. C'est-à-dire que j'ai été pendant un moment en empathie avec un mec qu'il faut pas laisser sortir, avec un mec qui est hyper dangereux et qui évidemment doit rester enfermé. Il faut réussir à créer un lien avec la personne que tu interviews. Alors effectivement, quand c'est des pédophiles ou des criminels ou des meurtriers, parfois c'est difficile, mais à partir du moment où tu arrives à créer ce lien, tu sais que ton interview elle va être bonne. Et des fois c'est dur, des fois on n'y arrive pas. Et quand on y arrive, c'est bon. Alors moi, quand j'avais fait la première immersion qu'on a faite, c'était dans des cités de banlieue. Ouais. Voilà, c'était pas facile. C'était chaud, hein. C'était chaud, mais on y arrivait. On s'est fait chourer notre caméra, on a les grands frères nous l'ont rapporté, enfin, c'était compliqué. Moi, ça m'arrivait pas. Mais on a pu le faire. Maintenant, dans certains quartiers, tu rentres même pas. Non. Ou tu rentres avec les flics. Tu rentres à une balade avec la police. Ouais. Et là, tu te fais caillasser quand même. Hein. Et encore plus, même. Tu te fais caillasser quand même. Donc, le rapport, enfin, le fait est que les gens, s'ils ont moins confiance dans les journalistes, bah, ça va être plus compliqué d'avoir des accès et de faire certains sujets. Après, tu vois, dans les immersions, moi, j'ai traité le libertinage comme j'ai traité les traders. C'est-à-dire avec une volonté... Ah ouais, carrément. Ah mais ouais, non mais moi, ma volonté, c'est de comprendre. C'est pas le même délire, quand même. C'est pas le même délire. Et toi, t'étais avec eux... mais c'est... T'étais avec eux dans la soirée? Ah ouais, non, j'étais avec eux dans les boîtes. Non, 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 c'est pas vu ma vie. Non, non, j'étais habillé. Ah, d'accord. Mais j'ai été accepté comme j'étais avec la caméra. Là, vous allez prendre un peu la température là-haut? On va voir un peu comment ça se passe, ouais. Ouais. Bah, vous nous suivez? Ah bah ouais, on vous suit. Allez, allons-y alors. Bonsoir. On peut rester 5 minutes avec vous pour vous poser 2-3 questions? Je vous laisse. Avant de vous laisser... Alors ce soir, c'est comment? C'est très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Pas plus, pas moins? Si, un peu plus, étant donné que vous êtes là. Parce qu'avec Harry, c'est... Alors vous êtes des habitués? Oui. Ça fait combien de temps que vous faites partie de cette communauté libertine, les uns et les autres? 14 ans. 14 ans? Nous, 2 ans. 2 ans? Une petite année pour... C'était ça la grande force de ce format, c'est qu'on n'était jamais en caméra cachée, on n'a jamais essayé de... De toute façon, les gens me reconnaissaient, donc je pouvais même pas jouer l'insider anonyme. Non, les gens, ils t'acceptent comme tu es. Et vraiment, moi, quand je vais voir les libertins, c'est pas pour voir des seins et des fesses, j'en ai vu. Mais quand même. J'en ai vu. Ils s'imposaient même à ma vue. Tu pouvais pas les éviter? Mais moi, ma volonté, c'était de comprendre. C'était de comprendre pourquoi ces gens-là vivaient ça comme ça, comment ils vivaient le regard qu'on pouvait avoir sur eux, est-ce que ça a été compliqué, enfin, toujours des motivations de compréhension. Au même titre que quand tu vas voir les traders, tu te dis, est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font? Comment ils perçoivent le regard des autres sur ce qu'ils font? C'est presque les mêmes questions dans un contexte extrêmement différent. Mais alors moi, je voudrais aussi te poser à mon tour quelques questions. Ah là là. Sur le déclic. Comment cette idée, elle t'est venue? Pourquoi tu as décidé de faire ce média? Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui savaient pas du tout ce que c'était que le journalisme de terrain. Et l'idée m'est venue, je me dis, mais je connais un tel, lui, il lui arrivait ça, un tel. Il nous arrive des trucs drôles, il nous arrive des trucs dangereux, il nous arrive des trucs tristes, il nous arrive des trucs incroyables. La vie. Et ça, les gens le savent pas. Et on a reçu ici des journalistes qui ont vécu des trucs de malade mental, quoi. On livre aux gens dans nos reportages que le 10e des aventures qu'on vit, en fait. Et je voulais justement te poser une question sur
encore une fois, le côté humain de notre métier. Toi, tu avais la particularité, parce que c'est pas tous les reporters qui fonctionnent comme ça, de partir seul sur le terrain. Ouais. T'étais toute seule. Tu tournais, t'avais la caméra, tu posais des questions, tu faisais tout. Et tu es parti parfois sur des terrains un peu loin de Paris, etc. Est-ce que ça t'a apporté des choses? Alors déjà, comment tu l'appréhendais? Est-ce que, bon, il y avait un peu de pression? Est-ce que tu avais tu flippais? Et est-ce que ça t'a apporté des choses? D'être comme ça, toute seule, dans des situations compliquées. Au début, moi, j'ai commencé comme tout le monde. Donc, souviens-toi, il y a un peu plus de 20 ans, on partait à 3. Donc, réalisateur, ingénieur du son et caméraman. Après, on n'est plus, pour des raisons économiques, parti qu'à 2. Et il y a eu quelques reportages où j'étais déçue de l'image. C'est-à-dire que le caméraman filmait pas exactement ce que moi je voulais. Puis des fois, je tombais sur des boulets. Enfin bref, surtout quand on part. On ne donnera pas de nom. On donnera pas de nom. En fait, le truc, c'est que tu vas partir parfois 3 semaines à l'autre bout du monde. Et tu vas te retrouver 24/24 avec une personne que tu connais pas la plupart du temps, que tu vas rencontrer à l'aéroport, et tu es tout le temps avec lui. Du petit déjeuner jusqu'au soir, il y a juste la nuit où tu n'es pas avec cette personne. Et si avec cette personne, pour une raison ou pour une autre, ça le fait pas, que tu vas pas forcément t'entendre ou que tu n'as rien à lui dire, bah, ça peut vite devenir un enfer. Et si en plus la personne, dans le boulot, ça colle pas, bah, c'est vraiment l'enfer. Et tu rentres après en montage, et tu te retrouves en plus avec des images qui te plaisent pas, donc je dis non, c'est bon, je pars seule. Donc c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est plus courant. Pour des raisons de prod, souvent. Bah, pour des raisons d'argent. D'argent. Parce que ça coûte moins cher. Mais toi, tu as précédé ce mouvement, quoi. Ouais. Toi, tu as décidé, de partir toute seule. J'ai décidé de partir toute seule. Une femme. Il y avait à l'époque déjà ce qu'on appelle des JRI, des journalistes reporters d'images, qui étaient des hommes, il y en avait quelques-uns. Il y avait quasiment pas de femmes. Parce que les productions me disaient, non, tu pars pas toute seule. Non, tu comprends, c'est dur. Même pour des questions de sécurité. Ouais, et puis il y avait aussi un truc, tu sais, les caméras c'est lourd, et comment tu vas faire? Oui, c'est vrai, il peut t'arriver des choses, une femme seule, etc. Je partais beaucoup aux États-Unis à l'époque. Et c'est un avantage ou un inconvénient de partir seule? Il y a les deux. Moi, je pense que c'est plus un avantage, parce que quand tu arrives aux États-Unis, au fin fond du Vermont, que ils voient une petite Française arriver toute seule avec son sac à dos, son pied, sa caméra, et qui lui disent, bah voilà, je suis venue pour te filmer, ils disent tous oui. En plus, ils ont envie de t'aider. Ils te voient avec tes sacs et tout. Bon, bah, vas-y, viens, je vais t'aider. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Tout de suite. Donc, ils se livrent plus. Ils se livrent plus, puis tu peux rentrer dans leur intimité. Donc oui, c'est un avantage. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a des moments, en fait, c'est con, mais l'inconvénient, c'est plus tous les à côté du tournage. C'est que prendre ta voiture, prendre un avion, arriver à l'aéroport, arriver à l'hôtel, le check-in, le check-out, rouler pendant 400 bornes tout seul, ça peut être de nuit, ça c'est chiant. Et c'est puis, de l'énergie de faire un reportage. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est un truc de fou. C'est une énergie de fou, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Et quand puis, tu en rentrais, plus, t'étais cramé. Ah, t'es cramé. Et en plus, si tu veux que les gens ils te donnent, il faut donner. Il faut que t'arrives, il faut... C'est pas genre t'arrives, tu leur dis, bah, vas-y, parle-moi. Il faut que tu leur expliques, voilà, moi je veux ci, je veux ça, je veux faire ça pour telle raison, moi je crois qu'il faut parler, etc. Et ce qui te demande le plus d'énergie, finalement, c'est plus le rapport humain que de sortir ta caméra et de filmer. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est si les gens, tu les regardes dans les yeux et tu leur dis, parce que les gens ne te font pas forcément confiance, je te promets, je te jure que ce que tu vis, je vais essayer de le reporter le mieux que je peux et je vais y mettre tout mon cœur, c'est bon. Et vu que moi j'y mets mon cœur... de ça et... Ah oui, il faut mettre du cœur. Ouais, donc ouais, moi j'ai fait ça pendant 10 ans. Et donc voilà, et donc maintenant je retravaille avec des caméramans, mais j'en ai trouvé 2-3 que j'aime bien, avec qui je rigole et qui tournent bien. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de... Parce qu'il y a la partie tournage, confrontation au terrain, mais il y a la partie qui est hyper importante, qui est la partie d'enquête, qui est préalable au tournage. Cette partie, elle est essentielle. Ah bah c'est le plus important. C'est l'enquête qui fait tout. Si tu as une bonne enquête, tu auras un bon tournage et tu auras un bon montage. Et l'enquête, c'est vachement intéressant aussi, parce que on va te dire, fais-moi, j'aimerais que tu fasses un reportage, l'un des derniers que j'ai fait, sur la maltraitance des handicapés. J'aimerais que tu me fasses un reportage sur la crise financière. Donc t'as 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon le format que tu fais, pour devenir expert dans la crise financière. Et le vulgariser, et le rendre accessible à tout le monde. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui serait un spécialiste, le risque,
ce serait qu'il rentre dans quelque chose de trop technique. Non, il faut le vulgariser. C'est notre regard, justement, un peu de gens qui se sont évidemment informés sur la question, mais quand même qui sont à l'extérieur et qui savent qu'ils doivent parler à des gens qui n'y connaissent rien. Et il y a ça. Et la deuxième partie la plus difficile, c'est de convaincre les gens de les filmer. Donc, tu les appelles, tu dis, voilà, bonjour, je m'appelle Esther, je suis en reportage sur ci, voilà, j'aimerais raconter ci et ça. Et 9 fois sur 10, enfin, ça dépend. Mais souvent, ils veulent pas. Et là, rentre toute la partie de négociation, de conviction. Alors, chacun a ses méthodes. Moi, ma méthode, c'est de me mettre à la place de la personne que je veux filmer. Quel intérêt j'aurais à sa place d'être filmé? Et évidemment, je vais appuyer sur ces points-là. Je vais essayer de trouver les choses qui peuvent le convaincre. Et des fois, ça peut te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis même jusqu'au moment, tant que tu l'as pas devant ta caméra, la personne a pu refuser. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on est vraiment passionné, en fait. On adore ça. On a vraiment, ça nous dépasse en fait. On fait pas ça pour l'argent parce que c'est pas un métier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on gagne beaucoup d'argent. On fait pas ça non plus pour la fame parce que justement, en plus, nous on est derrière la caméra. On fait ça parce qu'on croit en des choses, parce qu'on a envie de défendre des valeurs, parce qu'on a envie de donner la parole à ceux qui l'ont pas. Et c'est cette passion parfois qui nous pousse à prendre des risques alors qu'on ne devrait pas. Une vraie vocation au sens noble du terme, et c'est bien de rappeler aux gens qui nous regardent et aux plus jeunes que c'est ça d'abord le moteur du journaliste, de base. Ce sont tous ces moteurs-là que tu mets en avant avec Pressroom. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pressroom? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, dans les mois, les années qui viennent pour ce média? Moi, j'aimerais que les gens se rendent compte que les journalistes de terrain, on a déjà une vraie utilité. On est aujourd'hui les seuls à pouvoir dénoncer des scandales sanitaires, économiques, financiers, etc. Et qu'on est des vrais gens. On n'est pas les médias. Aujourd'hui, on pense que les médias manipulent l'opinion. On n'est pas là pour manipuler l'opinion. Surtout pas. C'est important que l'opinion reprenne confiance, garde la confiance dans la figure du journaliste, parce que il faut des repères dans une société, il faut des repères dans cet amas de data, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui nous parviennent, dont certaines sont de l'information et d'autres n'en sont pas. Il faut des repères. S'il n'y a pas de repères, tout se vaut, la vérité disparaît, tout est vrai, tout est faux, et ça devient extrêmement compliqué de s'y retrouver. Donc, ce que vous faites, les amis, Pressroom, c'est super important. En tout cas, bravo. Merci Harry, bravo à Pressroom pour l'initiative, et puis on espère pour ce que ça va devenir dans les, merci à notre parrain, on a un super parrain, le meilleur parrain. C'est la fin de cet épisode avec notre super parrain Harry Roselmack. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur notre métier de journaliste de terrain. Merci à l'équipe de Pressroom qui travaille à fond en coulisses. Alors, on est un média indépendant, n'hésitez pas à nous faire un don sur Tipeee, vous trouverez le lien en description. À bientôt sur Pressroom.